Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de pouvoir vous présenter ce webinaire autour du thème « Comment amener l'innovation dans le secteur de la construction et des opérations ». Et aujourd'hui, ce focus il se fera avec une stratégie ERP et on parle de l'ERP SAP S4HANA sur ce sujet. On vous l'introduira bien entendu un peu plus tard. Alors aujourd'hui, qui sont nos participants? Et une fois n'est pas coutume, je vais me présenter en premier par rapport à l'ordre des slides. Donc je suis Étienne Blanc, ingénieur d'affaires sur la société Augusta Reeves. Nous sommes partenaires SAP. On présentera SAP et Augusta Reeves un peu plus tard également. Et donc je me suis en charge notamment de tout ce qui est lié aux affaires de construction et opération. On sera également avec Mathieu Aznar, qui est directeur associé toujours chez Augusta Reeves et qui est en charge des solutions, alors, toutes confondues, mais également construction, opération. On a également la chance d'avoir Thomas Cartou avec nous de SAP, qui est Industry Value Advisor et qui nous présentera un petit peu les enjeux du marché de la construction. Michel Rabou sera également avec nous, qui est consultant en gestion à l'affaire et qui vous présentera voilà, un petit peu les pans de solutions qu'on souhaite vous adresser. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Bien entendu, on fait un focus sur toutes les entreprises du secteur construction-opération, mais plus précisément, alors que vous soyez client déjà SAP ou en réflexion pour changer votre système d'information, vous êtes les bienvenus. On fera un focus un peu plus sur tout ce qui va s'adresser aux directions financières, aux directions des opérations, bien entendu, à travers la gestion des chantiers et des affaires, mais également aussi les directions commerciales, bureaux d'études, à travers, par exemple, le devis. Puis bien sûr, les directions des systèmes d'information, où vous êtes assez centraux sur la vision globale des problématiques de vos entreprises. Et bien entendu, toutes ces personnes qui ne sont pas concernées par ceux que je viens de citer, vous êtes également les bienvenus pour votre curiosité ou pour les choses qui peuvent être amenées. Alors aujourd'hui, on va vous introduire par le biais de Thomas les enjeux de la construction. On vous présentera par la suite rapidement nos approches, mais l'objectif et qui est important pour nous, c'est de vous montrer voilà, quelques écrans à travers le devis, la marché de situation ou la mobilité, voilà, pour vous amener ces sujets. On aura également une session de questions-réponses. Vous pouvez, dans le chat, poser vos questions tout au long de la présentation et on s'efforcera d'y répondre au mieux. On a gardé un petit peu de temps pour ça à la fin de la présentation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Thomas qui va vous introduire les enjeux de la construction. À toi Thomas. Merci beaucoup Étienne. Bonjour à tous, très content d'être avec vous aujourd'hui et je vais essayer à la fois d'être concis et en même temps précis sur les enjeux principaux qu'on voit dans le secteur de la construction. Et pour ça, j'ai envie d'adapter une vue assez simple en fait. Tout d'abord de vous présenter quelques contraintes, on va dire plutôt internes, et des forces externes qui vont renforcer ces contraintes. Donc là, vous avez une vue très simplifiée de ce que peuvent être ces enjeux aujourd'hui pour les sociétés du secteur de la construction et des opérations. Donc vous les voyez au centre de ces sociétés. Et ce que j'ai essayé de faire autour, c'est de vous mettre un certain nombre de contraintes internes que vous devez déjà connaître. Si on commence avec le premier élément en haut à droite, la gestion des achats et de la sous-traitance, bien évidemment, ici, on pense à limiter le risque dans un premier temps. En enchaînant directement avec l'optimisation des ressources, c'est optimiser ces ressources, par exemple, sur différents chantiers, en ayant une idée de l'état d'avancement. Et je parle d'état d'avancement, c'est le prochain élément que vous voyez là en bas à gauche, le pilotage et l'anticipation de l'activité, pouvoir piloter presque en temps réel ces différents chantiers et également anticiper son activité, que ce soit par des nouveaux contrats qui arrivent ou les contrats déjà existants. Et la dernière contrainte interne, c'est le management des équipes, manager des équipes qui sont sur site la plupart du temps et qui ne sont pas dans des bureaux avec nous. Donc ça déjà, c'est 4 premiers aspects de contraintes de challenge interne qui viennent être renforcés ensuite par 3 aspects externes que vous voyez un peu plus loin en dehors du cercle orange. Si on prend le premier à droite, les exigences clients, ici on parle des grands classiques, c'est-à-dire les exigences sur les coûts, sur les délais et sur la qualité. J'ai parlé de coûts en premier. Cette exigence sur les coûts, elle a une influence directe sur la marge. Vous le voyez en haut à gauche, la pression sur les marges qui est toujours plus forte de par la concurrence, mais de par aussi ces exigences clients. Et finalement, le dernier point, mais peut-être le plus important que vous voyez, c'est la complexité des projets. Des projets complexes puisque de durée très différente et avec des implications pour
les différentes entreprises qui performent sur un chantier, très différentes. C'est-à-dire qu'on peut venir seulement pour être spécialiste sur un sujet ou bien gérer un chantier de bout en bout, ce qui n'est pas la même chose. Donc j'espère déjà que ça vous donne une idée un peu de ce qu'on voit en termes d'enjeux internes et externes et ce à quoi on va répondre avec les solutions de SAP et de Gustavus. Quand on voit ces éléments-là, derrière, il y a une réflexion qui est directe, qui est le besoin d'évolution. C'est-à-dire qu'on a ces enjeux qui mettent de la pression sur les entreprises de construction et d'opération. Quel est le besoin d'évolution derrière ? Le besoin d'évolution, j'aimerais vous le résumer avec ces 3 aspects. Le premier que vous voyez en bas à gauche, c'est la modification et l'adaptation au marché client. Tout simplement puisqu'on l'a vu avant, les clients veulent toujours plus de réactivité et qu'au sein d'un même chantier, on peut être challengé durant une étape de construction sur ce que veut le client. C'est aussi lié à l'amélioration de la productivité que vous voyez au centre. Je le disais avant, on a une exigence qui est toujours plus croissante sur les coûts, la qualité et les délais. Sans une amélioration de la productivité, on ne peut pas répondre à ça. Et également, on ne peut pas gérer cette pression sur les marges qu'on voyait avant. Et le dernier point, les projets de transformation interne, tout simplement, c'est pouvoir réinventer l'entreprise telle qu'elle est gérée, en fait, dans son mode de gestion, changer la manière dont on va gérer directement ses équipes et un chantier, et ce, afin d'avoir une plus grande réactivité, d'être plus rapide, de délivrer plus de qualité. Bref, c'est un besoin d'innovation. Donc ça, ce sont nos 3 besoins d'évolution. Et si on regarde encore plus loin, ces besoins d'évolution vont être liés à des évolutions technologiques directes. Évolution technologique que voici. Quand on reprend notre premier aspect, la modification et l'adaptation au marché client, le besoin d'évolution technologique le plus clair, c'est l'exploitation et la collecte des données. Pouvoir tout simplement utiliser les données qu'on a déjà à disposition dans son entreprise, c'est-à-dire par exemple les informations qu'on va pouvoir faire remonter directement d'un chantier, et comment les exploiter pour répondre de manière la plus réactive possible aux exigences des clients. Sur le point suivant, sur l'amélioration de la productivité, le plus important pour nous, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est simple d'usage et qui puisse être adopté par toutes les équipes très rapidement, quel que soit leur niveau de connaissance d'utilisation d'une solution informatique. Ici, par exemple, la mobilité va être très importante, vous allez le voir après. Et le dernier point sur les projets de transformation interne, je reviens ici sur la mobilité. Avoir des chantiers qui sont équipés pour la mobilité, ça va permettre d'un côté d'avoir des informations qui sont remontées en temps réel sur ce qui se passe sur les chantiers. Des systèmes équipés en mobilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser une interface qui est la même, certes sur un ordinateur, mais surtout sur un smartphone ou sur une tablette, et avec une expérience utilisateur simple qui puisse être adoptée par tous. Ce qui vient en consolidation de tout ça, c'est la brique que vous voyez en bas, c'est le reporting intégré et simplifié. C'est-à-dire que le reporting peut être réalisé, mais également créer des vues de reporting par toute personne, et on ne parle pas de quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur informatique. C'est-à-dire que toute personne qui simplement a accès à un smartphone peut créer son reporting et peut le faire remonter en temps réel aux personnes concernées. Écoutez, c'est tout. Je suis allé assez vite, mais l'idée, c'était vraiment de vous résumer les enjeux, les besoins d'évolution et l'évolution technologique. Et la dernière vue que je veux vous donner maintenant, c'est comment on rapproche ça de nos acteurs principaux, c'est-à-dire ce que vous présentez tout à l'heure, Étienne, à qui s'adresse directement ce webinaire. Donc, quand on reprend les 3 personnes qu'on va cibler aujourd'hui, le directeur des opérations, le DAF ou directeur général adjoint et le bureau d'études et la direction commerciale, on voit ces différents challenges qui vont se lier à nos enjeux et nos besoins d'évolution. Le premier, c'est sur le directeur des opérations. Donc quand on parle de gérer l'avancement des travaux, vous voyez que ça fait le lien directement avec ce qu'on présentait tout à l'heure, avec la mobilité sur un chantier et le fait de pouvoir remonter de l'information en temps réel. Saisir les informations sur le chantier, sur une interface simplifiée et avoir un niveau d'information précis mais surtout immédiat sur ce qui se passe. Quand on parle de l'aspect suivant, la projection à terminaison des chantiers, on peut directement avec ces informations gérer l'avancement des travaux, que ce soit la gestion d'un avancement en pourcentage ou en unité d'œuvre.
Et finalement, la nécessité d'informations précises et immédiates, c'est lié à ce qu'on avait juste avant avec la remontée d'informations. Si on passe sur la personne suivante, sur notre DAF, le premier point qui est intéressant, c'est la gestion des contrats long terme. Il y a des choses qui sont assez propres au métier de la construction et des opérations qui sont des éléments qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres secteurs, comme par exemple le marché à situation client, la retenue de garantie, on a aussi les comptes pro rata, tout ce qui est les systèmes de caution, bref, des choses qui vont rajouter un niveau de complexité qu'on n'a pas dans d'autres secteurs et qu'il faut pouvoir gérer directement. La gestion de la sous-traitance, on en a parlé un peu avant, l'idée c'est de le faire de manière optimale mais surtout de limiter les risques. Et finalement, on a des normes qui sont un peu plus génériques comme le respect de l'IFRS, qu'il va falloir, dans tous les cas, pouvoir faire de manière native avec les outils et faire des choses telles que le calcul du CA mérité. Le dernier aspect pour la direction financière ou la direction générale, ça va être la traçabilité de l'information. Vous avez tous entendu parler de la piste d'audit et automatiser ça le plus possible est ce qui va nous permettre de gagner du temps dans tous les aspects de reporting financier. Finalement, sur notre bureau d'études ou notre direction commerciale, il y a 3 aspects qu'on va regarder plus en détail. Le premier, c'est la gestion d'affaires intégrée. Quand on parle de gestion d'affaires intégrée, c'est gérer toutes les étapes de la réception d'un lead jusqu'à la facturation d'un projet avec une information qui est centralisée. Le deuxième aspect qu'on a, c'est la gestion du référentiel d'études, c'est-à-dire la gestion des articles, gestion de la main-d'œuvre, gestion de l'ensemble. Et tout ça, bien évidemment, dans un même système. Et notre dernier aspect, c'est la gestion des devis complexes et ceux qui peuvent être faits sur base d'un DPGF. Comment bien déterminer son prix de vente, comment gérer les différentes options, comment gérer les lignes négatives, comment générer les frais ventilés, etc. Donc là, vous le voyez, avec déjà rien que ces 3 acteurs, on a de nombreux thèmes qu'on veut gérer et ce, avec un système qui soit centralisé au niveau de l'information et des fonctionnalités qu'il offre, mais également de manière simplifiée. Tout ça pour vous résumer que ce qu'on voit ici, c'est ce que vous allez voir avec les solutions de SAP et d'Augusta Reeves. Et pour ça, je vais tout de suite passer la parole de nouveau à Étienne, puisque ce qu'il va vous montrer, c'est que aujourd'hui, on lit toutes ces briques que vous voyez ici, qui sont résumées, et qu'on répond à tous ces challenges avec les différentes solutions. Étienne, tout de suite, va vous parler un peu plus de SAP et Augusta Reeves, vous présenter les solutions afin que vous ayez une idée de pourquoi on est ici sur le secteur de la construction. Étienne, je te laisse continuer. Merci beaucoup, Thomas. Du coup, comment ça se concrétise? Comme je vous disais, on allait vous introduire un petit coup SAP et Augusta Reeves. Donc SAP, c'est le leader mondial aujourd'hui du marché de l'ERP. Quand on dit ERP, on parle bien de briques fonctionnelles intégrées. Voilà, à travers ces 40 ans d'existence, voilà, SAP a fait sa force, notamment sur les réseaux, on va dire, des grosses sociétés. Et puis, au fur et à mesure, voilà, ils sont adressés de plus en plus à des clients qui sont plutôt des PME, des ETI. Et dans sa stratégie pour couvrir un nombre de clients qui est important, ils ont décidé de se rapprocher de partenaires. Donc, ils ont vraiment créé un réseau de partenaires important. C'est le plus gros au monde. Et c'est là qu'Augusta Reeves intervient. Donc, Augusta Reeves, on fait partie de ce partenariat. On a 20 ans d'existence de notre côté. On ne fait que du SAP. Et l'objectif des SAP à travers ces partenariats, c'est d'aller adresser un peu plus en profondeur le marché. SAP est un ERP généraliste et travaille du coup avec des intégrateurs distributeurs qui vont, eux, s'adresser un peu plus à des industries spécifiques pour aller un peu plus loin pour adresser le besoin. C'est le cas de nous aujourd'hui. Concrètement, comment ça se matérialise et comment, à travers les problématiques émises par Thomas, on est allé constituer notre offre. Donc, comme vous le voyez sur le slide en bleu, l'ERP de SAP qui s'appelle SAP S/4HANA va adresser certaines briques fonctionnelles de vos métiers en standard ou paramétrable. C'est ce qui a fait notamment la force des SAP. C'est sa richesse fonctionnelle. Ça peut être la comptabilité, le contrôle de gestion, les ventes, achats, logistique et même sur vos industries, à vous, sur votre secteur, on a certaines sociétés qui font de la fabrication et également certaines de la promotion immobilière. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez trouver en standard dans SAP et qui vont être adressées avec un partenaire comme nous, Augusta Reeves aujourd'hui, spécifique sur vos secteurs
pour aller soit un peu plus loin dans la solution, soit déjà pour connaître votre métier et pouvoir l'adresser avec vous au mieux, et en plus pouvoir avoir des add-ons sectoriels, donc là liés aux constructions opérations, voilà, qui peuvent être autour du reste à faire, mais également une partie service, et puis après ce qu'on pourra vous montrer notamment là rapidement dans notre démonstration à travers le devis, la marche à situation, mobilité et tant d'autres. Et puis vous avez également dans la stratégie des SAP des solutions qui sont soit développées, soit rachetées par SAP pour s'intégrer nativement avec votre système pour aller un peu plus loin. Voilà, on peut aller très loin, et notamment avec de l'innovation, avec une plateforme de développement qui s'appelle Business Technology Platform, qui nous permet d'aller vraiment très loin. Donc j'ai envie de dire que SAP S/4HANA va adresser 80 à 90% de votre besoin selon votre secteur d'activité. Nous aujourd'hui, Augustaris, on va aller rajouter une couche de 15-20%, 10-15-20% selon vos besoins pour aller vraiment au plus proche de ce que vous voulez. Et puis après, vous avez des petites solutions qui sont des nice to have, on peut dire, ou même parfois essentielles à vos activités. Donc l'objectif, c'est de couvrir un maximum le périmètre. Ça ne veut pas dire qu'on ne collabore pas avec d'autres solutions qu'SAP. Loin de là, ça c'est aujourd'hui un enjeu majeur pour l'éditeur, et on se retrouve à pouvoir collaborer aussi avec plein d'autres solutions. Si je fais un petit focus sur le ERP S/4HANA pour l'introduire encore une fois de manière générique, donc on parle de l'ERP principal de SAP, celui qui a fait sa force dans l'histoire, mais la nouvelle version qui s'appelle SAP S/4HANA, elle a maintenant 4-5 ans, et elle a vraiment eu besoin de faire une rupture technologique avec le passé pour s'adapter au marché. Alors pourquoi S/4HANA? Donc le S de S/4HANA, c'est simple, donc on est en train d'être un petit peu antinomique. On dit qu'il y a d'un côté une certaine puissance et une richesse, mais avec le S de simple. Il faut y voir ici plutôt le simple veut dire plutôt la capacité de vos utilisateurs à être en autonomie et ne plus avoir des mastodontes comme dans le passé comme outil à utiliser en entreprise. Après, à travers le S/4HANA, le 4HANA, c'est l'innovation qu'on peut y voir, c'est la base de données de SAP qui est en mémoire électronique. Cette nouvelle version, elle est beaucoup plus puissante, elle a un temps de réponse beaucoup plus important. Voilà, ce qui vous permet, si vous voulez, d'avoir une exploitation des données bien plus en profondeur. On sait aujourd'hui que pour tout le monde, c'est extrêmement important d'avoir une exploitation de données, un reporting nombreux. On a beaucoup de données, on ne sait pas toujours quoi en faire, donc c'est vraiment central pour les sociétés. Et le reporting aujourd'hui est vraiment important. Donc on vous offre cette capacité de reporting beaucoup plus simple parce qu'on va directement requêter dans les données de production. Donc vos utilisateurs peuvent faire du reporting, et nous, on peut, avec l'interface utilisateur notamment, la nouvelle, offrir encore plus facilement cette autonomie. Alors, SAP n'était pas très célèbre pour son ergonomie jusque-là. Voilà, aujourd'hui, on est venu avec une solution qui est beaucoup plus simple. Michel va pouvoir vous la présenter avec un cockpit personnalisé pour vos utilisateurs, et donc du coup une direction des systèmes d'information un petit peu moins sollicitée. Vous le savez également, excusez-moi, vous le savez également, la flexibilité aujourd'hui, l'agilité, c'est des mots qu'on entend beaucoup et qui sont énormément demandés par vos clients. Thomas l'a dit tout à l'heure, mais également aujourd'hui, ça peut être le fait des innovations qui sont extérieures à vos industries. On pense aux smartphones, mais que vous devez intégrer, mais également les évolutions légales. On a l'exemple en Chine ou en Espagne où les gouvernements demandent de plus en plus de communiquer, c'est tous les jours pour ces deux exemples, avec l'État. Et donc vous devez vous adapter. Et pour ça, SAP a souhaité se transformer aussi en profondeur avec des montées de versions de solutions très simples, et très simples, en tout cas intégrées dans leur calendrier. Vous pouvez vous y adapter, vous n'avez plus besoin de faire des projets en dehors des projets SAP. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Voilà, donc je vous ai présenté de manière très simpliste, très générique le ERP S/4HANA, mais c'est pour mieux rentrer dans un sujet qui vous concerne plus, qui est plus propre à votre secteur, qui est le cycle de vie de l'affaire. Et pour ça, je laisse la parole à Mathieu Aznar qui va vous introduire le sujet. À toi, Mathieu. Bonjour à tous, mais écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce webinaire. Alors, je vous propose, avant de la partie démonstration, qu'on s'intéresse au cycle de vie d'une affaire pour qu'on remette les choses dans le sens de l'histoire. Une affaire de type chantier, ça gère comment? C'est d'abord une opportunité qui donne lieu à un cahier des charges sur lequel on va vouloir répondre via un devis. Donc ces devis, comme l'a dit Thomas, ils sont complexes parce qu'ils peuvent faire appel à plusieurs centaines de lignes
Si vous êtes dans des marchés publics, vous devez respecter une structure qui est de la décomposition du prix global forfaitaire pour pouvoir y répondre. Et on a besoin de s'appuyer sur toutes les bonnes pratiques qui sont données par nos ingénieurs études de prix pour remonter les bons taux standards, les bons ensembles, les bonnes logiques de chiffrage de débours et donner un juste prix pour ce devis avec un niveau de marge cohérent. Donc on sait que ça peut donner lieu à plusieurs versionning, à des options, et on a un premier enjeu sur ce sujet. Une fois que ce devis est remporté, après plusieurs négociations commerciales et plusieurs versions, on va créer une affaire avec nos équipes administratives. L'enjeu, c'est quoi? C'est de récupérer toutes ces informations du devis, comme on a dit, qui sont très denses, pour être en mesure de venir initialiser une affaire et donc préparer ensuite notre facturation. Donc, dans l'initialisation de l'affaire, une fois qu'elle a été faite par ces équipes administratives, on a notre conducteur de travaux qui doit lui aussi apporter sa vision du budget, parce que peut-être que la vision du budget commercial n'est pas complètement alignée avec celle du conducteur de travaux qui, lui, prend un engagement et un objectif de rentabilité de son chantier derrière. Donc là, on sait qu'on a aussi des sujets qui sont importants pour pouvoir récupérer le budget du devis et le retravailler avec une nouvelle vision sur la vision du conducteur de travaux. Ensuite, on passe à l'étape 3, sur l'administration des ventes. Donc la plupart du temps, dans des affaires de type chantier, vous gérez de la facturation au marché en situation, même si on sait gérer également des marchés à bon de commande, de la facturation sur jalon, etc. Donc les problématiques principales qu'on a sur ces marchés à situation, c'est quoi? C'est d'être exhaustif, parce qu'on va gérer différents types de retenues, on va gérer des comptes pro rata. Sur les retenues, parfois, elles font l'objet de cautions qui sont définies avec les banques. Et on a tout un ensemble d'éléments qui doit nous permettre de venir qualifier de la donnée pour avoir moins de retraitement derrière et avoir des écritures comptables justes. Dans ces marchés, on a un deuxième enjeu, c'est l'émission des situations de travaux. D'un côté, cette situation de travaux, elle doit être effectuée par un conducteur de travaux qui va proposer un avancement de facturation à son donneur d'ordre. Celui-ci doit l'accepter pour qu'on soit en mesure de facturer. Mais dans un second temps, le conducteur de travaux doit aussi indiquer un avancement physique qui peut être un petit peu décorrélé, qui va nous intéresser sur la période de clôture pour pouvoir estimer un reste à faire. Je vais en parler un petit peu après. Donc notre chantier est lancé, on a notre marché qui est prêt, on a toute la facturation en fait, qui n'aura plus qu'à se faire. On a aussi des logiques d'achat à prendre en compte. Parce qu'un chantier, c'est différents types d'achats. Alors la plupart du temps, on a des conducteurs de travaux très autonomes qui peuvent faire des commandes d'achat en direct sans passer par une centrale d'achat qui passe ses commandes. Non, en fait, dans votre secteur, le conducteur de travaux est acteur de son achat. Donc, il va pouvoir faire des achats de fournitures, mais après, dans certains cas, il a aussi besoin d'intérimaires pour venir renforcer son chantier. Et puis, on a aussi des contrats de sous-traitance. Thomas l'a dit tout à l'heure, on a des aspects engagement d'entreprise qui sont importants quand on fait appel à la sous-traitance. On a besoin d'être sûr d'avoir tous les documents officiels et légaux qui protègent l'entreprise pour les engagements qui sont pris. Et on est en mesure, justement, de venir lier les marchés à situation client avec nos contrats sous-traitance en faisant, lorsque c'est nécessaire, de la sous-traitance en paiement direct. Autre chose, dans la vie de notre chantier, on travaille ensuite dans les opérations. Et on sait que nos populations, elles ne sont pas forcément toujours à l'aise avec l'outil informatique. Et elles ont besoin de travailler depuis le chantier et pas en bureau. Donc là, on propose toute une suite d'applications qui permet d'adresser ces besoins, de traiter de la saisie des temps, de faire de la réception d'affaires en mobilité, de saisir des cadences pour indiquer un état d'avancement ou de confirmer un jalon important. Ensuite, on va se retrouver dans cette cycle de vie d'affaires en clôture. Alors des clôtures qui sont mensuelles parce que les chantiers durent longtemps, ils durent 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois plusieurs années. Et tous les mois, on va avoir besoin de faire le point sur un état d'avancement pour récupérer toutes les informations qui ont été déclarées au réel et estimer un reste à faire sur nos différents postes de dépenses, que ce soit justement nos achats de sous-traitance, d'intérim ou notre avancement en heure qui a pu être identifié. Donc lors de cette phase-là, la définition de ce reste à faire, ça nous permet d'imaginer un budget à terminaison, et ce budget à terminaison nous donne un chiffre d'affaires mérité qu'on va venir comparer à notre chiffre d'affaires réel qui vient de la facturation pour définir est-ce qu'on a des produits constatés d'avance, des factures à établir ou peut-être des provisions pour perte à terminaison. Donc c'est résumé de manière assez rapide parce qu'on sait que c'est complexe, toutes les opérations ne se font pas de manière séquencée, parfois elles sont parallélisées, mais voilà à peu près tout ce qui peut être couvert dans un cycle de vie d'une affaire type chantier. Écoutez, je vous propose maintenant de basculer sur la partie démonstration avec Michel qui va venir vous présenter certains de ces points. Donc, bonjour à tous.
Je vais commencer par une présentation de l'ergonomie de SAP de manière générale. Donc, SAP Fiori est accessible via un navigateur, n'importe quel navigateur Internet. Là, par exemple, j'accède via Google Chrome. J'accède sur une page d'accueil avec ce qui s'appelle des groupes de tuiles, là, gestion de chantier, gestion des temps, gestion des devis, qui va être attribué en fonction des rôles et attributs de chacun. On va avoir différents types de tuiles. On va avoir des tuiles qui sont statiques, des tuiles avec des listes. Là, par exemple, si je clique, j'aurai 341 commandes clients. Et puis, on va avoir de l'information en temps réel. Par exemple, là, 64% de créances en retard. Pour rentrer un peu dans de la démonstration, soit je vais pouvoir rentrer via des tuiles, soit j'ai la possibilité aussi de rechercher directement dans la base pour commencer à faire mon flux. Imaginons que là, je suis comptable fournisseur. Si je souhaite chercher un fournisseur qui existe, par exemple Castorama, je vais avoir la possibilité de chercher dans la base l'ensemble des occurrences portant ce fournisseur-là. Et SAP va me restituer les informations par catégorie. On va retrouver les commandes, les contrats, les fiches info achat si elles existent. Et ça va me permettre de ne pas passer par une tuile pour pouvoir accéder à le début de mon process, mais directement par l'information que je souhaite. Imaginons que là, je vais passer par la vue, ce qui s'appelle une vue 360 degrés. Donc, c'est une vue générale de mon fournisseur avec les données globales, sur quelle société ils sont ouverts. On va voir les dépenses qui ont été réalisées sur l'année. On va avoir les factures qui sont en cours. Donc ça permet d'avoir un premier point d'entrée. Donc, on va avoir une recherche qui est un peu de type Google pour accéder à notre fournisseur. Et puis après, on pourra naviguer dans d'autres applications. Là, on voit, on a applications liées. On va pouvoir naviguer vers les factures qui sont en cours, par exemple. Ça, c'est le premier point. Donc là, je vais revenir sur la page d'accueil. Le deuxième point, c'est qu'on a la possibilité un peu de créer un peu d'indicateurs de manière à ne pas forcément avoir besoin de rentrer en direct dans les tuiles. Comme par exemple l'écran sans retard, là, on peut voir que j'ai donc les 64% qui sont en retard. SAP étant une base de données en temps réel, si par exemple quelqu'un vient comptabiliser une facture, ici le chiffre sera directement modifié. Là, on peut voir que je viens juste d'actualiser, donc on aura de l'information en temps réel. Là, imaginons que je souhaite un peu personnaliser ma page d'accueil en créant une nouvelle tuile. Je vais venir cliquer dans mes créances qui sont en retard. Je vais avoir un certain nombre de filtres. Je vais regarder, par exemple, là, c'est l'intervalle d'échéance de mes factures sur 30 jours. Je vais voir que là, j'ai toute ma base qui est interrogée. Je vais pouvoir avoir des filtres qui sont déjà natifs. Par exemple, je vais filtrer par les clients qui ont le plus de créances en retard. Là, on peut voir que j'ai White Tower, Engie, Auchan, par exemple. Et puis, si je souhaite faire un reporting quotidien sur un client en particulier, j'ai la possibilité donc de personnaliser ma page. Imaginons que je souhaite me focaliser uniquement sur White Tower. Je vais venir sélectionner le filtre client, mettre White Tower, par exemple, le sélectionner. Là, je vais avoir un montant de 1,3 million en retard. Et je vais avoir la possibilité de, par exemple, l'enregistrer sur ma page d'accueil. Et cet élément me poussera tous les jours. Voilà, j'aurai mon montant de 1,3 million que je vais pouvoir demander à mes comptables de les contacter pour qu'ils règlent et ainsi diminuer mes créances. Ça va être de l'information qui va être poussée. On a bien évidemment la possibilité d'extraire ces données sous Excel et on a aussi, dans l'idée d'un outil collaboratif, la possibilité d'envoyer cette mise en forme à quelqu'un pour que lui aussi puisse le consulter et dire par exemple, si je suis responsable comptable, de se focaliser sur ce fournisseur sur ce client en particulier. Donc, ce qui est de l'ergonomie,
ça fait quelque chose d'assez générique. Maintenant, je vais passer un peu plus dans la démonstration en vous présentant la première étape du cycle de vie de l'affaire, qui est l'échange avec le client et la création d'un devis. Hop. Donc là, j'arrive toujours sur ma page d'accueil. Je vais sélectionner la tuile de gestion des devis. Donc la gestion des devis, ça se passe en 3 principales étapes. La première, c'est la création de celui-ci. La deuxième, c'est le chiffrage des différentes parties de l'ouvrage. Et la troisième, ça va être l'échange commercial avec mon client. Donc là, pour vous épargner, comme le disaient Thomas et Mathieu tout à l'heure, la création d'un devis avec plusieurs centaines de lignes, j'en ai déjà préparé en amont, mais qu'on va manipuler ensemble pour se rendre compte de la facilité d'utilisation de l'outil. Donc là, je vais commencer par cliquer sur cet élément pour aller accéder à mon devis. Là, imagine, je vais accéder à toutes les offres qui sont rattachées à mon agence, par exemple. J'ai une recherche multicritère, je vais pouvoir chercher par un commercial, par un donneur d'ordre ou par un lieu, par exemple, si je souhaite. Ici, je sais que mon devis concerne la Tour Alto. Donc là, je vais venir sélectionner mon devis. Quand on crée notre devis, on a la possibilité de le créer depuis zéro si c'est quelque chose d'assez simple, parce qu'on va pouvoir juste saisir une dizaine de lignes, imaginons. En revanche, si jamais on arrive à des choses qui sont déjà créées ou qui ont une certaine complexité, on a la possibilité de créer des devis depuis des références et ainsi ne pas avoir à retaper l'exhaustivité des lignes. Donc là, on a un certain nombre d'informations qui sont disponibles à l'écran. On retrouve des informations sur le donneur d'ordre, sur quelle est la version de notre devis, quels sont les lots qui sont concernés, si on a 1, 2, 3 ou 4 plusieurs lots. On a la date de remise de l'étude, par exemple. On a un certain nombre d'informations qui sont disponibles dans l'encadré juste en dessous. Ça permet toutes ces informations comme la validité de l'offre, le statut, le type d'offre, nous permettent de piloter notre pipe commercial et d'avoir d'un point de vue plus global, par exemple un pilotage d'agence pour voir quel est mon chiffre d'affaires que je vais obtenir sur l'année 2021 et ce que je prévois pour l'année 2022 en fonction des statuts si je vais signer plus ou moins d'offres. Ça, ces parties-là sont modulables, on peut en rajouter, on peut en supprimer ou en ajouter plus en fonction de la manière dont on pilote notre entreprise. Il faut faire attention à ne pas faire saisir trop d'informations de manière à ne pas créer de la donnée pour créer de la donnée. Je vais réduire cet élément-là et on va passer sur la structure de notre devis. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit on peut le créer en référence, soit aussi on sait que lorsqu'on travaille avec des marchés publics, on a une structure imposée qui nous est demandée. Et dans ce cas-là, on a la possibilité d'importer un fichier Excel représentant la décomposition au prix global forfaitaire et ainsi ne venir faire que des tâches avec une plus-value comme venir saisir de la description, mettre la bonne TVA. Donc là, je vais rentrer dans le détail. On a des chapitres et des sous-chapitres là qu'on retrouve en bleu et des noms d'ouvrages qu'on retrouve en blanc. On va gérer, par exemple, là je vais prendre la deuxième ligne, réalisation des plans d'exécution et calpinage au format 2D. On peut gérer des quantités, différentes unités d'œuvres, des ensembles, des mètres linéaires, des mètres carrés. On va avoir le prix unitaire de revient qui sera dans l'étape de chiffrage des déboursés. On va fixer un prix de vente soit via un pourcentage au total de notre devis, soit on va venir saisir directement une valeur si on le souhaite. Là, c'est ce qu'on voit dans la coche manuelle, par exemple. On a la possibilité de gérer des options. On sait que on va pouvoir faire certains ouvrages qui vont être pas retenus par notre client, par exemple. Donc, on va pouvoir, dans les différentes versions, garder l'historique, de dire que ça n'a pas été retenu, que ça n'impacte pas le chiffrage. On va pouvoir mettre des prix à zéro, des lignes négatives pour garder l'historique parce que on avait un matériau qui était du bois qui devait être utilisé à un moment donné, sauf qu'au final, on va utiliser du plastique. On va changer la ligne et mettre une ligne négative pour garder l'historique des avenants qui ont été réalisés, par exemple. Ensuite, on gère le multitaux de TVA parce qu'on sait que dans le domaine de la construction, on va faire des ouvrages qui rentrent dans le cadre, par exemple,
de l'isolation avec de la TVA intermédiaire ou de la rénovation avec de la TVA réduite, on va pouvoir gérer plusieurs critères de TVA. Voilà ce qui est pour la création de base de notre structure. Ensuite, on va retrouver les aspects standards qu'on va retrouver dans d'autres logiciels, comme par exemple le copier-coller. On va faire quelque chose d'assez simple. Imaginons qu'on ait 2 fois le côté gauche. Je vais faire un simple CTRL-C, et puis je vais le mettre au niveau de mon rez-de-chaussée. Voilà, je vais rajouter, je vais juste venir ajuster, changer la désignation, changer peut-être les différents éléments d'ouvrage qui le constituent, mais c'est assez simple d'utilisation. Donc on a la possibilité d'aller vite et gagner en productivité, et voilà, de se focaliser par exemple sur le chiffrage de nos différents ouvrages. Un autre élément important, c'est la possibilité, voilà, d'utiliser un peu quand on va échanger avec notre client, on va peut-être vouloir mettre en lumière certains éléments. Donc on va avoir la possibilité de mettre du gras, mettre de la couleur pour rendre un peu plus jolis les devis qu'on transmet à notre client. Et voilà, s'il y a des choses qui sont à mettre en lumière, on pourra le faire de cette manière. Ça, c'est la première partie, donc la création de la structure de notre devis. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie qui consiste à chiffrer notre déboursé. Donc pour ce faire, on va rentrer au niveau d'une opération, par exemple l'installation du chantier. Je vais juste sauvegarder. Hop. Je vais rentrer au niveau de l'installation de mon... Hop là, j'ai fait une petite erreur. Je reviens en arrière. Au niveau de l'installation de mon chantier. Donc là, on retrouve l'ouvrage installation de chantier, des sous-ouvrages avec install par exemple. On va passer en édition pour faire un peu de modification. On va retrouver 3 types d'éléments. On va retrouver des articles et de la main-d'œuvre, mais on pourra aussi également appeler dans ce cas-là des ensembles, par exemple des packs comprenant un article et plusieurs taux de main-d'œuvre, par exemple. La partie du chiffrage du déboursé dans SAP est intégrée avec la partie base de données, c'est-à-dire qu'on va retrouver le prix des achats, on va retrouver le prix de la main-d'œuvre qui est défini peut-être de manière annuelle dans le système. On va retrouver le prix moyen pondéré et le prix standard des articles qui vont remonter de manière simplifiée au niveau du devis pour réaliser un jeu de chiffrage. On va avoir la possibilité de mettre des coefficients de perte, de mettre toutes les quantités qui sont nécessaires à la réalisation de notre devis. On va gérer des notions de cadence et on va avoir la possibilité, encore une fois, de faire dans un souci d'ergonomie, de toujours utiliser les fonctions de copier-coller. Ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Ce que je vais vous montrer, c'est la possibilité d'appeler un ensemble d'un autre devis pour éviter, encore une fois, de la ressaisie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon sous-ouvrage. Je vais venir... hop là, c'est passé là. Je vais venir sélectionner un service, par exemple dans le premier qui m'apparaît, ça ne pose pas de souci. Et puis je vais venir sélectionner par exemple quelque chose qui était dans ce poste-là. Hop, ça va venir naviguer devis qui sont déjà dans ma base. Hop, donc je vais venir sélectionner le poste plutôt. Et je vais venir par exemple ajouter les 2 postes qui sont indiqués ici. Et ils vont venir dans mon presse-papier et je vais venir d'un CTRL-V les ajouter aux autres éléments. Hop, voilà, ils s'ajoutent à la suite. Donc, je vais venir l'ajuster. Si j'ai besoin de plus de quantité, par exemple, hop, je vais venir ajouter plutôt que 50, je vais en prendre 60. Et puis en dessous, j'en mets 12, par exemple. Ici, on peut voir que dès que je vais venir valider, mes prix de revient vont être actualisés instantanément et de manière plus globale sur la totalité du devis. Donc voici, cette partie-là, ça concernait le chiffrage du déboursé. Donc on a vraiment axé sur la partie ergonomique de l'outil pour pouvoir venir gagner en productivité et après se focaliser peut-être plus sur cette partie qu'on a, sur la partie un peu de réflexion pour pouvoir mettre le plus d'intelligence sur le chiffrage. Là, je vais revenir en arrière. Le prix global de mon devis, c'est actualisé. Okay.
Je vais venir rentrer dans l'ensemble de mes postes pour chiffrer les différents déboursés. Et là, on va arriver sur la dernière partie qui est l'échange avec mon client. Donc, je vais venir faire différentes versions de devis avec mon client. Je vais venir actualiser mes statuts pour dire bon, il va venir signer. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ajustées? Je vais gérer également des frais généraux parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur nos offres. Par exemple, gérer des frais d'agence, gérer des frais de siège, par exemple, pour que ça touche directement dès le début de l'affaire. Et en dernière chose, je vais bien évidemment avoir la possibilité d'imprimer des documents pour, dans un premier temps, imprimer bien le devis pour le transmettre à mon client, ce que je vais vous montrer ici. Donc on va retrouver la structure. On va retrouver la structure. Et hop, je suis juste... On va retrouver la structure. Et dans un deuxième temps, je vais avoir la possibilité aussi d'imprimer des documents qui peuvent être internes. Par exemple, la liste de mes éléments qui sont achetés pour que je puisse enclencher les étapes d'approvisionnement, par exemple. Voici ce qui est pour la partie devis. Donc, on a vu la création de la structure, le chiffrage du déboursé et l'échange commercial avec mon client. Merci Michel. En fait, on voit bien en fait que ce sujet devis a beaucoup de complexité et qu'il y a beaucoup d'éléments à pouvoir gérer. Et ce qu'on a envie que vous reteniez, c'est que toutes ces fonctions, même si on n'a pas pu tout vous montrer de manière exhaustive, on sait les adresser. Et si on sait les adresser dans une ergonomie, nous, qu'on pense productive, cela va vous permettre de répondre à plus de devis en moins de temps. Et si vous arrivez à traiter plus de sujets, tout en vous basant sur une base intégrée, ça va vous permettre de gagner en productivité. On estime aujourd'hui qu'on peut gagner 10 à 20% de productivité sur ce devis qui est complètement intégré avec SAP, parce qu'ici, on est dans SAP. De la même manière, en ayant des devis qui sont intégrés à l'ERP, vous simplifiez votre paysage applicatif, vous disposez des visions 360 degrés de l'entreprise, parce que pour un client, on va pouvoir voir sa liste de devis, mais sa liste de contrats, sa liste de facturation. Avoir tout au même endroit, c'est d'avoir accès à une information qui vous permet de mieux piloter vos sujets. Et donc ces devis, ensuite, toujours pareil, ils sont intégrés. Donc on aura bien une piste de lead disponible, du lead à une opportunité qui se transforme en offre, qui se transforme ensuite en contrat et qui se transforme ensuite en facturation. Michel, tu reprends la main après pour les marchés à situation ? Oui. Hop. Hop, je passe au marché à situation. Donc là, on se trouve dans la suite du cycle de vie de l'affaire. On est sur la partie facturation. La facturation, on sait qu'on peut la gérer via des jalons, par exemple. On peut la gérer via des contrats ou via des marchés à bande de commande. Dans le milieu de l'affaire, on sait qu'on peut le gérer aussi via des situations. Donc, on va créer un marché issu d'un devis ou d'un lead et on va venir réaliser des demandes de facturation à notre client. Donc ça, c'est deux populations différentes qui vont le réaliser. Généralement, la création du marché à situation, ça va être géré plutôt par la partie administrative. Ça va être la première étape. Et la deuxième étape, ça va être le conducteur de travaux ou le responsable de l'affaire va venir échanger avec le client, générer une demande de facturation et par la suite, on reviendra sur le marché pour pouvoir réaliser justement notre facturation. Donc, commençons par la première étape. La première étape consiste à créer notre marché à situation. On va rentrer dans l'étude de gestion des marchés à situation. On arrive sur une liste de marchés pour lesquels on est responsable. On peut faire différents filtres, par exemple uniquement afficher les marchés pour lesquels je suis responsable. Ici, je vais me concentrer sur le marché pour la Tour Alto, pour White Tower, qui a déjà un avancement qui a été réalisé, d'un avancement de 15% qui a été déjà facturé à notre client. Dans l'écran qui s'affiche, on voit un encart en tête où on retrouve le montant du marché, on retrouve différentes informations concernant notre donneur d'ordre, quand est-ce que l'affaire a été générée.
Ensuite, au niveau de la structure, on retrouve exactement la même chose que dans notre devis. Donc, on a la possibilité soit de le créer depuis zéro si on a quelques lignes, soit étant dans un système qui est intégré, récupérer la structure du devis pour créer de manière automatique notre marché à situation, avec les valeurs et les différents postes. On a rencontré également, lors d'intégration de cet outil, des problématiques lors de la reprise de données. Donc on a la possibilité également de charger des fichiers Excel pour reprendre des marchés qui auraient été par exemple créés dans d'autres outils. Si on se focalise au niveau de la structure du marché à situation, on a une nouvelle fois des chapitres et des sous-chapitres que l'on voit en bleu. On a des types de postes que l'on identifie. Est-ce que ça concerne le marché initial? Est-ce que c'est des avenants? Est-ce que c'est géré en sous-traitance par un de nos fournisseurs? On retrouve un libellé, une quantité, on retrouve des opérations qui sont gérées soit en quantité, soit directement en valeur, avec une unité d'œuvre qui est associée. Ça peut être du mètre carré, du mètre linéaire, et d'autres en quantité. On retrouve la TVA qui va être récupérée depuis le devis. On va avoir la gestion de plusieurs taux de TVA. C'est des problématiques qui peuvent éviter du retraitement. Donc on va ensuite avoir le dernier avancement de la demande de facturation. Là, on voit que sur l'ensemble des postes, on est aux alentours de 15%. Par la suite, par rapport au métier de la construction, on gère différentes notions qui leur sont propres, notamment les avances forfaitaires. Donc là, on voit qu'on en a une avance d'un montant de 15% qui viendra se compenser lors de la facturation entre 10 et 80%. C'est usuel dans le métier de réaliser ce genre de choses. On a des retenues de garantie qui peuvent être gérées. Donc on va gérer des retenues de bonne fin de travaux, des retenues de parfait achèvement, que l'on va factualiser quand on sera sur des factures partielles ou sur des factures finales. On va gérer des comptes prorata si on travaille avec une autre société, qu'on partage des frais, que ce soit par exemple des frais de cantine, on va gérer ce type de frais. En un rappel avec les retenues, on va gérer les cautions bancaires qui nous permettent d'être payés en amont plutôt que d'attendre la fin du délai légal. Et on sait aussi dans le métier de la construction que les justificatifs sont une part essentielle du métier parce que ça nous permet de respecter les normes et les lois. On va pouvoir ici indiquer par exemple que ce soit le devis ou un PV de réception et mettre des dates pour piloter s'il y a des délais, s'il y a des dates à respecter. Enfin, sur la dernière partie, on va avoir la liste des situations qui ont déjà été émises. On voit que j'ai donc la situation de 15% pour un montant de 345 000 euros qui a été déjà émise. Donc ça, c'est la première partie donc, qui consiste à créer la structure de notre marché. La deuxième étape, c'est la demande de facturation. Donc c'est un acte qui va être réalisé généralement par le conducteur de travaux ou le gestionnaire d'affaires. Donc je rentre dans la deuxième tuile, gestion des demandes de facturation. Encore une fois, ici, je vais retrouver l'ensemble de mes marchés avec la liste des demandes de facturation qui y sont associées. Donc je vais venir créer une nouvelle demande de facturation pour le marché que j'ai indiqué tout à l'heure. Hop, je sélectionne mon marché. On gère différents statuts. Là, vu qu'on est au début, on va faire simplement un brouillon pour une situation partielle. Là, je vais venir sauvegarder pour vous présenter un peu plus la partie inférieure. Hop. Au niveau de la situation, on retrouve, alors là, on a un peu beaucoup de postes. On va revenir plutôt à quelque chose d'un peu plus condensé. On va retrouver la structure de mon marché. On va retrouver le montant global. Qu'est-ce qui a été fait le mois précédent. On va retrouver ce que j'ai pour l'instant saisi. Là, pour l'instant, on a uniquement 15% puisque ça remonte de la dernière situation. Et la quantité réelle.
la quantité réelle correspondant à... Généralement, le conducteur de travaux va faire une demande de facturation en avance par rapport à la fin du mois. Par exemple, ça peut se situer au niveau du 20 du mois. Il va échanger avec le client, définir un taux qui va être facturé. Mais à la fin du mois, il peut arriver des événements, des intempéries, des problèmes sur le chantier qui fait que son chantier a moins avancé, par exemple. Et donc, afin d'être au plus juste lors de la clôture mensuelle, d'avoir un indicateur supplémentaire, il va venir renseigner un avancement réel. De ce fait, il pourra ajuster au mieux la saisie, par exemple, de son reste à faire. Et de ce fait, via les mécaniques intégrées, on pourra déterminer les bonnes valeurs de chiffre d'affaires en intégrant automatiquement des écritures de factures à établir ou de produits constatés d'avance. Je vais vous montrer comment saisir de manière globale un pourcentage d'avancement. Donc là, je repasse en modification. Imaginons que je sois en cours d'approbation. J'ai la possibilité, par exemple, si j'estime d'un point de vue global être à, par exemple, 30%, ça va s'appliquer à l'ensemble de l'ADF et je vais venir, par exemple, sur la partie droite, ajuster les différents éléments. Par exemple, si j'estime de manière globale être à 30%, mais que sur cette opération-là, je ne suis qu'à 25 et sur la suivante, je suis à 40, par exemple, ça va venir ajuster le total. Une fois que je suis en accord avec ce que j'ai défini avec mon client, je vais pouvoir lui envoyer le document. Donc, je vais venir ici vous le montrer. Ce qui permet aussi de faciliter le paiement, parce que ça peut être un facilitateur pour être payé plus facilement de mon client s'il est d'accord et que j'ai un document signé de celui-ci. Donc là, je vais reprendre ce que je vous ai montré précédemment dans un document, l'envoyer à mon client qui va venir le signer. Et quand celui-ci le signe, hop, je vais pouvoir passer ma demande de facturation au statut validé pour que derrière, l'administratif puisse facturer ce montant. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'administratif qui arrive au fur et à mesure du mois, venir pour le chantier concerné. On voit qu'on est passé de 15 à 30%. La personne va venir facturer le montant qui a été défini et validé avec le conducteur de travaux. Donc là, je vais dans l'onglet facture. On est bien sur une plaque facture partielle. Ça reprend tous les éléments qu'on a vus précédemment. Je vais venir simuler. Ça va reprendre, parce que là, je suis à 30%, j'ai dit. Ça va venir reprendre une partie de l'avance forfaitaire. Ça va venir faire les retenues de garantie. Et je vais avoir une nouvelle situation qui va être émise. Et après, la facture envoyée à notre client. Le fait de pouvoir créer de manière facile, de manière intuitive le marché, venir saisir des retenues et tout soit géré de manière intégrée, va permettre à l'administratif de se concentrer sur, par exemple, des tâches de venir relancer le client et obtenir des paiements en temps et en heure. Voilà pour la partie marché à situation. Ouais, comme le dit Michel, en fait, je pense que c'est important, c'est au plus on arrive à qualifier nos données en amont, surtout en les récupérant depuis le devis, au plus les personnes en charge de l'administration et des aspects comptables se concentrent sur d'autres tâches que des tâches de retraitement ou de double saisie. Et aujourd'hui, la facturation, elle va être beaucoup plus fluide et plus simple, et nos populations vont plus se concentrer sur plutôt relancer les clients et se faire payer, plutôt que d'avoir des enjeux de facturation. Deuxième point aussi, comme on a dit, le conducteur de travaux, quand il émet ses situations de travaux, d'un côté, on va pouvoir porter une facturation par rapport à l'avancement qu'il déclare, mais on va aussi pouvoir déclarer un avancement physique. Et lorsqu'on veut déterminer un reste à faire, c'est important de savoir où on en est au-delà de la facturation. Et si on a cette information, on peut avoir de l'information en temps réel plus tard, réduire nos process de clôture et avoir du coup un budget à terminaison un peu plus précis dans une procédure de clôture qui va durer juste quelques jours et pouvoir ensuite avoir une rentabilité du chantier qui remonte sur l'établissement, l'agence, la direction, et puis au global pour le groupe. Je te redonne la main, Michel, sur la mobilité. Passons maintenant à la mobilité. On sait que c'est
un acte important pour pouvoir suivre les données du terrain. Donc, ici, là, j'ai pas de démonstration en live. Je vais vous partager directement une vidéo. Je vais vous présenter 3 applications. La saisie des temps en mobilité, la réception de marchandises et la confirmation d'un jalon. Donc pour le premier élément, ça s'adresse aux conducteurs de travaux et aux chefs de chantier. La gestion des temps se décompose en 2 applications distinctes. Dans une première étape, dans l'application Mes préférences, on va venir définir l'équipe, par exemple du chef de chantier, donc les collaborateurs, que ce soit des intérimaires ou des salariés de l'entreprise, et également les chantiers sur lesquels ils vont être amenés à travailler. Cette étape, généralement, ça se fait sur le format PC. Et c'est la deuxième partie, la saisie des temps, qui se fait vraiment sur le format mobile, que ce soit téléphone ou tablette, par exemple. Donc là, on va avoir un premier exemple avec monsieur Jacques Dunor. Alors, je vais mettre pause au fur et à mesure. Hop. On va avoir un écran qui nous amène à faire une saisie à la semaine. On a le temps théorique de la personne, là, 35 heures. On a la fonctionnalité de copier-coller qu'on verra par la suite. Donc là, on a vraiment réduit au maximum le nombre d'informations et le nombre de boutons disponibles de manière à simplifier et rendre ergonomique la saisie. Donc là, par exemple, on va venir faire une saisie de retravailler encore sur notre chantier Tour Alto, donc pour 8 heures le lundi et 4 heures ou 8 heures le mardi. Et également, on sait qu'on a des notions dans le domaine du bâtiment de déclarer des intempéries, puisque pour se faire rembourser par la caisse de congé intempéries, il faut déclarer dans les 30 jours. Là, ça permet vraiment de faire quelque chose de très rapide et remonter de l'information aux responsables ou à l'administratif pour que ça communique au plus vite auprès des administrations référentes. Le point que je mettais en avant tout à l'heure également, c'est qu'on a toujours la possibilité de faire les fonctions usuelles de copier-coller. Là, imaginons que monsieur Jacques Dunor, il a travaillé aussi la même chose sur la semaine suivante. On va pouvoir coller la semaine suivante. Ensuite, on va pouvoir simplement, via la liste qu'on aura prédéfinie dans l'autre application, consulter les autres personnes pour lesquelles on est responsable, que ce soit des intérimaires ou des salariés. On va avoir un affichage avec des camemberts qui nous permettent de nous dire si les temps sont complètement saisis sur la semaine, sur les 35 heures que j'indiquais tout à l'heure. Et puis, on va avoir aussi un système de couleurs qui nous permettra de dire si les temps sont encore au statut brouillon ou s'ils sont validés, par exemple. Donc là, on va prendre un dernier élément où on va venir garder en copie la semaine qu'on a réalisée et la coller pour monsieur Philippe Fally sur la semaine 47. On va venir sauvegarder. Voilà pour ce qui est de la saisie des temps, sachant que ça permet de saisir et d'avoir une vision directe des temps qui sont saisis pour un chantier, et ainsi aussi avoir les coûts, ne pas avoir tous les coûts à la fin du mois, mais pouvoir aussi voir s'il y a des corrections qui sont réalisées parce qu'on a pointé sur un mauvais chantier ou parce qu'on n'a pas... on a besoin de communiquer auprès des agences d'intérim les feuilles de temps des personnes, par exemple. La deuxième application, ça concerne la réception marchandises. Donc je vais venir faire une réception en mobilité. Donc là, j'arrive sur une tuile sur mon téléphone. Je vais venir saisir via une recherche multicritère, que ce soit mon chantier ou mon fournisseur, comme là je vous le présente à l'écran. Je vais avoir la liste des commandes qui sont associées. Je vais venir sélectionner mes postes, la date à laquelle je réceptionne, si j'ai les bonnes quantités, si j'ai les bons produits. Je vais pouvoir venir ajouter une photo si je le souhaite. Et je vais pouvoir venir d'un simple clic, comme je vous le montre ici, saisir ma réception de marchandises, simplement. Et ainsi passer la charge sur mon chantier associé. Ça, c'est la deuxième application. Et enfin, la troisième, qui consiste à faire une confirmation de jalon. Ici, on va venir sélectionner pour un chantier, comme un conducteur de travaux, on va venir sélectionner un jalon.
saisir une date de validation et en réalisant cette confirmation, il va pouvoir déclencher la facturation pour pouvoir transmettre au client. Voilà ce qui est pour les 3 applications qu'on a vues, la saisie en mobilité, la réception de marchandises et la validation de jalons de facturation. Merci Michel pour cette présentation des sujets en mobilité. On sait que c'est vraiment un enjeu parce qu'on a des populations qui sont beaucoup plus présentes sur des chantiers que derrière leur bureau. Et avoir des applications simples pour pouvoir faire ces actions basiques, c'est important, surtout pour des populations qui ne sont pas toujours à l'aise avec l'outil informatique. Et si on arrive à les faire adhérer à leur utilisation, on dispose d'informations qui redescendent en temps réel et qui nous aident à mieux piloter nos chantiers et toujours accélérer nos processus de clôture et parfois aussi éviter des goulots d'étranglement. On n'est plus obligé d'attendre la fin de mois pour avoir toutes les informations pour savoir où on en est. Ici, on peut le faire tous les jours ou toutes les semaines pour avoir de l'information qui redescend et mieux piloter, éviter les retraitements et avoir une information partagée qui nous permet de mieux piloter. Merci Mathieu, merci Michel pour cette présentation. Merci également Thomas qui nous a présenté les enjeux un petit peu plus tôt. Alors cette présentation, elle est terminée. On a tout juste atteint l'heure de présentation. Voilà, on espère que cette présentation a pu vous ouvrir des pistes de réflexion, a pu vous confirmer certaines de vos hypothèses si c'était le cas. Ou alors simplement pu susciter un tout petit peu votre curiosité. En tout cas, nous, on se tient à votre disposition, c'est important. Je vais vous afficher mes coordonnées pour que vous puissiez nous prendre contact. Nous, on pense qu'il y a des belles choses à faire. On peut aller en profondeur sur certains sujets avec vous. On est disponible pour ça. Donc n'hésitez pas à me contacter. On a dépassé, comme je vous le disais, mais vous pouvez encore poser vos questions. On en a reçu quelques-unes déjà. Je pense qu'on va peut-être pas pouvoir toutes les traiter, mais n'hésitez pas. On vous fera peut-être une réponse en dehors si nécessaire. Alors du coup, je vais prendre une première question. Alors, quelle taille d'entreprise pour accéder à cette solution ? Ok, j'imagine. Ok, oui. Alors nous, on va parler en chiffre d'affaires parce que chaque structure a. Si je parle en termes d'employés, c'est pas forcément très précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises autour de 80-100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui se posent cette question, avec qui on a pu étudier ces sujets. En dessous, on pense que c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas discuter, bien sûr, mais on pense qu'économiquement, oui, ça peut être un peu plus compliqué. Après, en termes de limites sur les tailles d'entreprise au-dessus, on n'a pas de limite technique particulière, comme on se le disait. SAP S/4HANA, c'est adressable aux grands comptes comme aux PME, Mais c'est vrai qu'en dessous, on est plutôt sur 80-100 millions d'euros de chiffre d'affaires selon votre organisation. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, peut-on avoir vos solutions avec SAP ECC et comment les implémenter ? Alors ça, je te laisse la parole, Mathieu, sur le sujet. Oui, volontiers. En fait, sur ce type de sujet, il y a différentes façons de voir les choses. Soit vous êtes dans une optique de migration et vous avez une bascule de CC vers S/4HANA qui doit être prévue. Et donc, du coup, c'est via S/4HANA que vous aurez toutes ces applications. Soit on peut très bien mettre à disposition une ou plusieurs de ces applications sur une solution ECC. Ça nous est déjà arrivé, par exemple, pour un précédent client, de mettre en place une saisie des temps pour un client qui était en version EHP 0. Ok, donc ECC et EHP 0, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, j'ai une autre question pour toi, là, Mathieu. Comment fonctionne la mobilité là sur ce qu'on vient de voir ? Est-ce que c'est une appli HTML5 comment En tout cas, dans ce que vous avez pu voir aujourd'hui, on est vraiment sur ce qu'on appelle du design responsive. On n'a pas une application qui marche sur le bureau et une application qui marche en mobilité. C'est la même tuile, l'application, ça dépend comment vous l'appelez, et elle réagit différemment en fonction du support que vous utilisez. Donc, c'est comme de l'HTML5. Donc, ça va présenter une façon de voir les écrans qui va s'adapter en fonction de si vous utilisez un PC,
une tablette ou un téléphone mobile. Ok, merci. Alors, j'en vois une que je vais prendre. Est-ce que vous avez une solution de gestion de parc véhicule? Alors, nous, on peut travailler sur ces sujets, mais voilà, pour être objectif, et merci pour cette question, on n'adresse pas tous les sujets à 100% dans le périmètre. Dans le slide qu'on vous avait présenté avec l'approche générique SAP et Augusta Reeves, on couvre une partie de votre périmètre, mais des fois non. Après, nous, on travaille aussi, que ce soit SAP sur tous ces marchés, mais aussi Augusta Reeves, on travaille avec des autres éditeurs, avec d'autres solutions qu'on peut venir sans problème interfacer avec nos systèmes. Donc, pour le parc de véhicules, on a plutôt tendance à se rapprocher de solutions externes. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais quels sont les modules de SAP ECC compris dans les solutions? Alors, si jamais vous pouvez reposer peut-être la question, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que SAP ECC était une solution. Enfin, si je comprends bien votre question, oui, il y a des pans fonctionnels qui sont quasi à l'identique entre S4HANA et le CC. Par contre, c'est très compliqué d'y répondre là parce qu'il y a énormément de sujets. Mais voilà, n'hésitez pas à vous adresser à moi ou si j'ai vos coordonnées, je vous recontacterai parce que je pense que c'est un peu plus complexe à adresser. Mais oui, vous avez des similitudes entre S4HANA et le CC, bien entendu. Tout à fait. Alors, dernière question, je regarde l'heure. Oui, on va essayer de pas trop déborder. Est-ce que vous proposez des modules spécifiques et personnalisés développés par Augusta Reeves? Alors, je vais laisser Mathieu répondre à cette question. Ouais. Donc, on a différents add-ons qui sont proposés sur le sujet. Par exemple, la saisie des temps ou pointage qu'a présenté Michel, c'est un add-on Augusta Reeves sur le sujet. Parce que nous, on est capable de faire de la saisie des temps pour plusieurs utilisateurs, alors que la solution standard le fait pour une seule personne. Pour vous, ça serait complètement incohérent qu'un compagnon ait une licence pour chaque imputation. Donc, nous, on a développé, par exemple, cet add-on-là pour y répondre. Ensuite, on a la même chose sur de la cadence. Le devis, c'est aussi un add-on Augusta Reeves. Les marchés à situation, c'est ce qui fait suite à ce qu'on appelait précédemment la DPC, la Down Payment Chain, dans SAP, qui n'est plus supportée aujourd'hui. Le reste à faire qu'on n'a pas pu vous montrer aussi, ça fait partie des add-ons qu'on a développés. Donc là, la liste n'est pas exhaustive, mais en voilà quelques-uns. Très bien, Mathieu, merci. Bon, il me reste une petite minute pour conclure. Alors, merci beaucoup à Mathieu, Thomas et Michel pour leur participation, pour leur présentation. Merci à Fiona et Margot qui ont fait un peu plus un travail de l'ombre, mais qui nous ont vraiment permis de faire ce webinaire. Donc, merci à vous. Merci à vous, tous ceux qui ont pu participer à ce webinaire. On espère vraiment qu'on a pu vous renseigner, vous apprendre des choses sur nos solutions, sur nos approches. On est à votre disposition encore une fois. Et puis voilà, ce webinaire sera disponible en replay. Donc si vous le souhaitez, on pourra vous l'adresser. Merci beaucoup, merci à tous. Excellente journée. Au revoir. Merci à vous, au revoir.